Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vin de Résilience. Et mon invité d'aujourd'hui a géré pendant 23 ans une agence de communication. Elle a connu le stress d'une vie d'entrepreneur surchargée. Elle a connu les échecs mais aussi de beaux succès avec des clients prestigieux. 23 années d'activité et en 2018, le dépôt de bilan, la liquidation de son entreprise. Échéance compliquée, difficile à vivre psychologiquement et financièrement. Une traversée du désert, et non, plutôt une traversée de la Russie. Un voyage qu'elle entreprend seule, en train, sur 25 000 km en 2019. La Russie est devenue sa seconde maison et elle accompagne aujourd'hui les PME françaises à se développer là-bas. C'est une marathonienne passionnée et elle s'est lancée aussi à un projet fou, celui de planter 15 millions d'arbres en Sibérie en associant un ultramarathonien à une course de 12 600 km. Elle viendra aussi nous en parler. Mon invité du jour s'appelle Laure Ansart. Bonjour Laure, je suis ravi de t'avoir dans le cadre de ce nouvel épisode en voyant ton parcours, en voyant ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui, je me dis que la résilience, tu sais ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire comment ce concept de résilience a traversé ta vie ? Et surtout depuis 2018 où tu as déposé le bilan de ta société. Oui. Déjà, je te remercie beaucoup parce que la présentation que tu as faite me permet aussi, là à l'instant, de prendre conscience du chemin parcouru depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui en 2020. Et effectivement, quand j'ai pris la décision, quand le tribunal a accepté la liquidation de mon entreprise en mai 2018, je sortais d'une série de problèmes aussi personnels, et donc tout s'écroulait un peu de tous les côtés. La résilience, elle s'impose en fait parce que j'ai un instinct de survie très développé, j'ai des enfants, j'ai de la famille, des amis. Donc, je pense aussi que j'ai pu trouver les bonnes personnes pour me permettre de sortir de cette espèce de spirale qui vous emmène un peu sur le fond, puisque après 23 ans d'activité, je me retrouvais sans avoir mon outil de travail en fait. Et quand on sort de 23 années d'activité, qu'on dépose comme ça le bilan de sa société, comment on fait pour rebondir, comment on fait pour se relever et repartir ? C'est un peu particulier parce qu'en fait, ma liquidation a été filmée, a fait l'objet d'un documentaire en plus, parce que je savais quand même que j'allais rebondir. J'en étais intimement persuadée, donc ça m'a pas dérangé de témoigner, surtout après 23 ans, et je sais que ça arrive à 60 000 personnes en France quand même, et certainement beaucoup plus cette année. Donc en fait, j'ai revu aussi j'ai revu en boucle l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de cette liquidation. Et quand je suis sortie, le réalisateur m'a demandé comment tu te sens et tout. Il m'avait prévenu que c'était pas obligatoire que je réponde. Mais en fait, je me sentais comme quelqu'un qui est en haut d'un immeuble avec un parachute et qui vient de faire un pas en avant en espérant que ça s'ouvre. Wow. Ouais. Donc voilà. Et est-ce que le parachute s'est ouvert ? Oui. Et puis quand on est chef d'entreprise pendant 23 ans, on apprend à s'adapter. Et puis j'ai appris un peu à amortir la chute. Et puis à voler et surtout à avoir mettre tout de suite en place d'autres objectifs. On m'a déjà fait remarquer que c'était un peu trop rapide. Mais bon, je regrette pas. J'ai besoin d'aller de l'avant, d'avoir des projets. Donc voilà comment je suis sortie de cette situation, en ayant d'autres projets. Mais j'imagine à ce moment-là, tu vas avoir un gros moment de stress, que tu parles, sauter d'un pas, tu t'es demandé si le parachute allait s'ouvrir, pression assez forte. Comment tu as fait pour finalement évacuer le stress ? Tu savais que tu allais rebondir, mais en même temps, l'image de ce parachute, on ne sait pas forcément s'il va s'ouvrir. Oui. C'est la première fois que ça arrive. Comment tu fais pour reprendre le contrôle ? C'est la première fois que je déclenche, donc on est complètement dans l'inconnu, dans un inconnu, et en plus il y a un peu la sanction de passer au tribunal, alors que on a fait tout ce qu'on pouvait, quoi. Moi, je pense que je suis allée jusqu'au bout du projet. J'ai expliqué aussi que
En fait, il y avait eu des passages difficiles dans le cadre de l'entreprise au cours de ces 23 années, mais que c'était toujours passé. Mais là, je savais que ça passerait pas. Et il y a eu beaucoup de bienveillance de la part du tribunal. Donc, pour entendre ça et pour me dire maintenant, faut vous occuper de vous aussi. Et voilà, parce que en fait, on passe aussi dans une période avant où, quand ça sonne, vous sursautez. Voilà, c'est des huissiers. Etc., puisque je devais 10 000 € de TVA, j'avais des charges sociales, bon, j'ai eu des impayés en 2016, donc et donc j'ai dû licencier, et les licenciements ça coûte très cher, donc à un moment j'ai plus personne pour produire, donc la situation devient très compliquée. Donc en fait, le fait aussi de liquider m'a quand même permis de me libérer de ces poids-là. Voilà, j'avais tout essayé, j'avais essayé de trouver un repreneur, etc., enfin de trouver des solutions. Et quand vous êtes à la tête d'une agence de publicité, c'est surtout sur vous que ça repose quand même. Donc voilà, il n'y avait pas eu de solution à ce niveau-là. Donc j'ai tout arrêté. Et puis voilà, et j'ai rencontré surtout les bonnes personnes, je pense. J'ai rencontré les bonnes personnes parce qu'il faut vraiment pas rester seul dans cette situation-là. Il faut avoir l'humilité aussi de dire j'ai besoin d'aide parce que je suis très inquiète de ces points-là. On est face à, par exemple, pour ne pas les citer, enfin moi ça s'est pas très bien passé avec mon banquier. Donc même à la limite à me demander si elle était pas 10 fois plus stressée que moi. Voilà, donc j'ai eu des menaces terribles. Bon, et puis après ça s'est arrangé avec les gens qui s'occupent de vous après à ce niveau-là. Mais enfin, je suis endettée sur un moment quand même. Et voilà, donc on en ressort step by step. Et puis avec aussi l'énergie d'un entrepreneur. Quand vous avez passé 23 ans à diriger votre entreprise, à donner les grandes lignes, les grands objectifs, etc., et puis à emmener tout le monde, je me voyais mal aller m'asseoir derrière un bureau le lundi pour le quitter le vendredi avec un salaire à la fin du mois. Voilà, j'avais d'autres projets, donc et j'ai pu les réaliser, sachant que je rappelle que quand on est chef d'entreprise et qu'on arrête, on ne part qu'avec des dettes. J'ai 0 droit au Pôle emploi, etc. Il y a rien. Donc il y a une assurance privée qui existe. Bon voilà, il faut voir. Enfin, si je l'avais prise, j'y aurais certainement eu droit, mais ça aurait affaibli aussi ma trésorerie. J'ai toujours joué la priorité sur l'activité et l'entreprise. Ouais. Et quel était ton niveau d'énergie à ce moment? Alors ça tombe bien, c'est en lien avec un pays qui me donne beaucoup d'oxygène, mais le niveau d'énergie, ce sont les montagnes russes. Ouais. Faut pas faire de jeu de mots, mais voilà, enfin il y a des jours où ça va, il y a des jours, en fait le matin aussi, parce que j'ai revu ce documentaire, mais c'est vrai que je me disais, je me réveille et je me dis c'est un cauchemar, puis en fait non. Voilà. Ah oui. C'est un peu ça. Comment ça à faire ça? Ça c'est étonnant que tu dises ça parce que on a effectivement la vision du cauchemar et je pense que ceux qui nous écoutent et qui traversent en ce moment des moments pas faciles, ils doivent se lever aussi, comme tu le dis, avec cette vision de cauchemar. Et toi tu dis en fait non. Alors comment tu l'expliques? Non, mais en fait non, le cauchemar est bien là. Le cauchemar est bien là et en fait, mais par contre faut en sortir quoi. Donc il faut en sortir par le haut. Alors petite parenthèse aussi à ceux qui subissent ça aujourd'hui, c'est vrai que moi je trouve et je l'ai vérifié vraiment au cours de ces 2 années, c'est pas juste pour dire on est malheureux ou quoi que ce soit, mais on n'a pas l'habitude de se plaindre. Mais en fait, arrêter une entreprise, etc. C'est vraiment une source de stress. C'est vraiment très perturbant. Donc et l'entourage a quand même tendance à agir en disant mais c'est bon, toi tu vas t'en sortir, etc. Non, il y a quand même je sais que je vais m'en sortir, je sais que c'est au fond de moi que je vais m'en sortir, mais c'est loin d'être gagné quand même. Voilà. Donc non, tous les matins, on se lève en se disant, il va falloir que je mette, que je profite aussi de cette journée pour faire avancer dans la direction de la réussite d'un autre projet. Moi, ça s'est passé comme ça. Ouais.
Et comment tu as retrouvé finalement ton énergie? Parce que tu dis que l'énergie, c'est comme les montagnes russes, il y a des moments hauts, il y a aussi des moments bas. Quand les moments sont bas, qu'est-ce qui t'a permis justement de gravir de nouveau la pente? Alors il y a eu un élément vraiment très important. Donc comme tu m'as présenté aussi, je cours 2 marathons par an et j'ai des amis qui m'avaient offert un dossard pour le Lille-Lens en courant, enfin donc le marathon le marathon du Louvre-Lens. Et en fait, c'était 3 semaines avant la liquidation et je savais que j'allais dans le mur. Hein. Donc et en fait, j'ai réussi ce marathon. Ce qui était vraiment pas gagné parce que j'avais vraiment déjà grosse perte d'énergie, enfin gros stress quoi. Et en fait, le fait de franchir la ligne de ce marathon, franchement sur ce parcours j'ai pleuré, j'ai failli abandonner au 21e, j'aurais trouvé la sortie, je crois que j'ai arrêté. Mais j'ai pas trouvé la sortie. Et puis il y a des gens sur la route qui m'ont dit, allez, des gens que je connais pas, hein, et qui m'ont dit, allez, on y va, on fait le prochain kilomètre ensemble, on y va. Et finalement, les 7-8 derniers, ça a été facile, enfin, c'était plus facile que les 35 premiers. Donc, voilà. Et je suis restée avec cette image-là, en fait. De me dire, ok, je suis pas nulle partout. J'ai passé la ligne, même si j'ai mis beaucoup de temps. C'est pas très grave. Là, l'idée, ça va être d'atteindre cet objectif et d'y aller kilomètre par kilomètre. Voilà. Exactement la même chose sur le rebond en fait qu'il y a eu après l'arrêt. Et donc sortie de ta liquidation, c'est un peu dans cet état d'esprit du coup que tu t'es mise. Complètement. L'objectif de cette sortie du rebond, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que là je traverse une difficulté supplémentaire, mais j'étais préparée à liquider, donc je savais que c'était nécessaire. Et voilà, donc ça m'a permis quand même de repartir et il a fallu que je déménage, enfin bon, il s'est passé plein de choses. Et parce que je suis allée habiter mes bureaux quand même, parce que je suis propriétaire de mes bureaux. Ceci dit, c'est très sympa, donc ça va. C'est une maison, donc il a fallu la réaménager, etc. Enfin voilà, donc et step by step, j'ai pu remonter comme ça. Avec l'aide des amis que je remercie vraiment chaleureusement, des Violettes, des Anne-Sophie, des Stéphanie, etc. Surtout des filles qui m'ont vraiment aussi permis de franchir ce pas au niveau psychologique en tout cas. Mais même, je suppose qu'il y a des moments où malgré cette aide, malgré les gens qui sont autour de toi, tu devais avoir des matins, des journées vraiment pas simples. Ouais. Comment tu faisais finalement pour rester concentré, pour dire je vais m'en sortir et ne pas te laisser distraire par des activités au contraire qui auraient pu te faire sortir de ton objectif? Alors dans ces coups de mou là, d'abord, moi j'ai de la chance parce que je me connais bien, je sais que ça dure pas. On m'a dit aussi qu'après cette période-là, il y aurait d'autres périodes évidemment plus sympas. Bon, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'ai eu l'expérience des gens qui avaient déjà passé ça et qui me l'expliquaient, me le redisaient, me le confirmaient. Voilà. Et puis encore une fois, en fait, je me suis toujours dit qu'il valait mieux travailler sur le projet pendant 5 heures par jour, mais être très efficace. Moi qui avais toujours bossé 10 heures par jour jusqu'ici, être très efficace. Donc je me suis pris quand même un temps de respiration. Et puis j'ai essayé de continuer à courir. Voilà, je monte à cheval aussi, donc j'ai vendu mon cheval parce que je voulais pas qu'il soit saisi. Enfin, j'avais un peu peur de tout ça. Donc je m'en étais séparée. Et mais bon, mes amis cavaliers m'ont proposé que je sorte leurs chevaux. Donc je suis restée en fait en lien avec les réalités du quotidien et avec des choses qui me faisaient plaisir. Et puis en fait mes enfants aussi ont été mes premiers soutiens à me dire on est là quoi, parce qu'ils ont capté aussi ce que j'avais pu subir en début d'année. Donc ils m'ont dit on sera là, on sera toujours là. Ils sont grands, hein. Ils sont tous les 3 majeurs. Et moi j'entends et je ressens effectivement cette souffrance, cette douleur,
fois psychologique, personnel, lié à ce dépôt de bilan. Et pourtant, tu repars sur quelque chose, puisque tu me racontais que, en préparation de cette émission, qu'en 2019, plutôt que de faire une traversée du désert, tu décides de traverser la Russie. Qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire je prends un train et je vais traverser la Russie toute seule? Je suis née dans une ville communiste, ça fait beaucoup rire les Russes. Donc je suis née à Calais, pour ceux qui... Voilà, il y a longtemps, en 65. Donc quand je suis arrivée en 6e, j'ai fait russe en première langue. Voilà, parce qu'à Calais, j'étais sûre d'apprendre l'anglais. Donc c'est des très bons souvenirs. Et je partais quand même avec un petit bagage de comprendre, de savoir ce que c'est qu'une déclinaison, de savoir le lire, etc. Et puis il me restait 50 mots de vocabulaire, parce que j'avais pas parlé pendant 30 ans quand même. Et donc, et voilà. Et en fait, j'ai toujours... j'ai rencontré déjà un coureur à pied, j'ai tout de suite décidé, en tout cas moi mon projet à la sortie de ma liquidation, c'était de travailler, de passer à l'international et de travailler entre France et Russie et d'emmener les PME françaises en Russie. Et j'avais déjà un peu bossé sur le sujet avant la liquidation, j'espérais pouvoir intégrer cette activité à l'agence. Et en fait, je me suis dit qu'il valait mieux que je me concentre là-dessus pour avoir une spécificité dans mon professionnalisme. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais voilà. En fait, pourquoi je suis partie? J'ai rencontré Serge Girard, qui est le quadruple champion du monde de traversée transcontinentale, au cours d'une de ses conférences. Je suis allée le voir, je lui ai dit je comprends pas, Serge, il n'y a pas la Russie dans vos trajets. Et il m'a proposé en janvier 2019 qu'on prépare ensemble sa traversée du continent. On disait, on va dire, de Paris à Vladivostok. Et Vladivostok, c'est mer du Japon, c'est en face du Japon, en fait. Au niveau de la Corée du Nord. Et en fait, j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte en mai-juin et j'ai capté que j'aurais le temps au mois d'août, ce qui m'était jamais arrivé, de partir 4 semaines et de traverser la Russie avec plein d'objectifs. Aller voir ce que serait ce parcours de mon coureur, parler mieux le russe, rencontrer les gens, connaître la Russie de long en large. Et puis vivre cette traversée extraordinaire en transsibérien, vraiment au contact des Russes avec eux. Et voilà. Et donc j'ai pris des billets de train et j'y suis allée. Mais vraiment, j'ai été invitée partout, etc. J'ai fait 25 000 kilomètres avec 1 100 €. Ah oui. C'est bien. Et qu'est-ce que finalement ce projet, cette traversée en Russie en train, en quoi ce projet t'a aidé dans ton processus de résilience sorti de cette liquidation? Ça a été le premier moment déjà où j'ai pu me poser prendre le train en Russie, c'est quand même c'est quand même assez plat. Les paysages, c'est des bouleaux et de l'eau, en fait, des rivières, des étendues d'eau. Voilà. Donc, et des arbres. Et en fait, c'est là qu'est venue l'idée d'aller planter des arbres en Sibérie. Et donc, c'est déjà un voyage intérieur et qui permet de se poser, quoi, et de faire le point. Je me suis arrêtée 4 fois. Je suis arrivée dans des villes où je suis arrivée en me disant aïe, où je suis, et je suis repartie vraiment en pleurant. Les gens étaient gentils, elles étaient accueil. Et j'étais en t-shirt en Sibérie, j'ai fait une vidéo pour mon compte Facebook. Et les gens disaient mais on comprend pas, t'es en Sibérie, t'es en t-shirt quand même. Donc bref, ça a démystifié pas mal de choses aussi sur les gens qui étaient autour de moi. Climat continental, 20-25 degrés, on est en Sibérie, oui. Mais bon, l'été, il fait chaud. Dans certains endroits, pas forcément partout. Et donc voilà, moi ça m'a permis en fait de me redonner cette énergie, de me ressourcer et de repartir et de me dire que la Russie était mon oxygène, vraiment ma dose d'oxygène indispensable. Ouais, extraordinaire. Ouais, et comment tu et aujourd'hui comment tu retrouves, comment tu préserves ton optimisme? Comment tu préserves finalement un moral positif? Le sujet... et tu le dis, c'est
bon, tout ça, c'est pas complètement terminé, c'est pas complètement derrière toi. Ah oui, on loin de là, et j'ai absolument rien de gagné. Tout. Il y a beaucoup de projets qui sont. J'ai retrouvé le plaisir de travailler en équipe grâce au projet Run for Planet, 15 Million Trees sur Siberia. Ensuite, donc ça m'a permis aussi de tester tout ce qui était organisation à distance, organisation de projets à distance. Fonctionne super bien. Et donc ça me permet aussi, forcément, il y a des retombées au niveau des entreprises que j'accompagne. Mais pour garder mon énergie, moi je garde surtout ma forme physique. Alors c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Voilà, donc moi je prends vraiment mon heure de course à pied, ou bien alors aujourd'hui je fais tous mes rendez-vous à vélo en ligne. Donc j'ai un vieux vélo et je me force à y aller à vélo, ce qui permet de voir loin tout ça. Enfin il y a franchement, essayer. Bon après on est un peu chaud quand même à vélo, mais c'est pas toujours terrible pour les gens avec qui on a rendez-vous. Mais voilà, en fait, c'est de garder cette liberté de mouvement et se sentir en forme, quoi. Au moins, c'est vraiment important de prendre conscience qu'on n'a pas seulement un cerveau, qu'on a aussi un corps, et que si on l'utilise pas, il s'abîme. Ouais, je comprends. Tu parlais de ce nouveau projet, Run for Planet. Est-ce que tu peux le décrire un peu pour ceux qui nous écoutent, comprennent un peu ce qu'il y a derrière, c'est quoi l'idée? Alors c'est un projet déjà qui vient quand même un peu de la Russie, puisque c'est les premiers en 2017 qui m'ont dit on voudrait, en fait on a besoin d'avoir de l'ingénierie sur tout ce qui est écologie, etc., retraitement, etc. Donc moi j'étais étonnée, donc j'ai développé le sujet avec les personnes, les Russes que ça intéressait, et je cherchais une solution. Bon voilà, donc c'était resté un peu comme ça. Et puis j'ai traversé la Russie. Enfin, j'ai rencontré Serge Gérard. On s'est dit, ok, on fait la traversée. Aujourd'hui, c'est pas lui qui partira, parce que Serge a repris des études, voilà. Donc, il n'est pas disponible avant 2024 finalement. Et donc j'ai traversé la Russie, et j'étais aussi allée en Sibérie en janvier, où j'étais tombée sur une banque de graines en Russie, avec toutes les graines anciennes de notre continent et du continent nord-américain. Un truc super impressionnant. Et puis voilà, donc ils ont un savoir-faire qu'on n'a pas, qu'on a perdu. Et je m'étais dit, bon, ok, et au mois d'août 2019, on sortait des méga incendies de Sibérie, avec des mégatonnes de carbone qui ont été dégagées suite aux incendies. Et puis voilà, donc et en fait en traversant, j'avais Serge de temps en temps sur WhatsApp. Et c'était compliqué pour lui de faire un Paris-Vladivostok avec ses sponsors, puisque il a déjà fait le tour du monde. Et je lui ai dit on va faire autrement. Donc on va chercher autre chose, ça va venir pendant le voyage. Et évidemment, j'avais rencontré quelques sponsors aussi en juin avec lui, en juin de cette année-là, donc avant mon départ. Et dans les débriefings, on s'était dit qu'il faisait 15 millions de foulées pour rejoindre Paris à Vladivostok. Et en fait, je sais que courir c'est beaucoup de mental, et en fait, j'ai proposé à Serge que chacune de ces foulées plante un arbre symboliquement, et qu'il soit aussi notre témoin de l'état de notre continent eurasiatique. Voilà, parce qu'en fait, un coureur comme ça, qui est dans l'effort, ça va être Patrick Malandin qui va partir. C'est 70 km par jour couru. Et donc, il est un peu, moi, quand je cours, je suis un peu au-dessus de ma course, au-dessus de moi, en fait, mentalement, donc on passe à un autre niveau. Et en fait, pouvoir courir et se dire, aujourd'hui, j'ai fait 90 000 pas. Et donc, j'ai planté 90 000 arbres, c'est quand même sympa. Et puis, le fait, les Russes, ils sont impressionnés d'avoir un Français qui vient les voir en courant. Les verbes de mouvement, c'est très important aussi. Ils ont beaucoup plus de nuances que les nôtres, donc là, voilà. Donc c'est très concret pour eux. Et puis voilà, donc et en rentrant, je me suis dit qu'il fallait pas que je reste seule, en tout cas sur l'organisation, qu'il fallait créer une association, etc. Et voilà, donc et ça a démarré comme ça. D'accord. L'association est créée. Et ce projet, pour toi, dans ton processus de reconstruction, comment tu le vis? Alors j'ai créé l'asso fin février, et quand on a commencé à confiner le 15 mars, je me suis dit oula, tout va s'arrêter. Donc j'ai cravaché en fait sur ce projet-là pour le faire décoller. Et voilà, moi ça m'a donné une raison aussi de me lever tous les matins et
de faire avancer les choses. Finalement, les gens étaient assez disponibles en visioconférence, donc ça nous a donné d'autres accès. Aujourd'hui, on travaille avec les ministères de l'environnement et des ressources naturelles en Russie. On n'a pas encore demandé aussi, on n'a pas encore pris contact avec les ministères des sports, etc. Mais bon, voilà, tout ça va se mettre en place. Okay. Et ça, c'est un projet qui te rebooste et qui te redonne, ouais, complètement. Je dirais pas espoir, mais en tout cas une dynamique dans l'avenir. Ça me donne la dynamique d'équipe, parce que tout le monde est motivé. Ça me permet de rencontrer des gens au niveau préservation et au niveau planétaire, hein, parce que du coup, il y a des rapprochements aussi avec avec des associations qui ont pu faire ça en Amazonie, etc. Enfin voilà. Et donc ça me donne un réseau incroyable. Moi, c'est complètement en phase parce que finalement, j'ai monté ce projet à mes dimensions, donc je me le suis fait quand même sur mesure. J'ai beaucoup de pièces de puzzle qui sont venues se mettre en place. Ça m'a permis aussi de donner une réponse écologique aux gens qui me demandaient ça. Ça me permet d'être reconnue aussi à ce niveau-là. Et tous les projets quand j'emmène les entreprises françaises en Russie, il y a toujours un lien sur l'écologie qui est, pour moi, le 21e siècle sera écologique, on fera plus attention ou alors ne sera pas. J'enfonce une porte ouverte quand même. Et donc voilà, enfin il y a une vraie cohérence et qui me donne en fait un booster terrible aussi sur mes autres projets. Et avec cette expérience et ton ancienne expérience, comment tu sais maintenant, peut-être ne le sais-tu pas, mais je te pose quand même la question, comment tu sais maintenant que tu agis dans ce qui est pour toi la bonne direction? Alors, je pense qu'on fait partie de la solution au problème, très, très humble, hein, mais je pense qu'on fait partie de la solution au problème qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, je pense on est sur la bonne voie et moi, moi, ça me remplit complètement en fait. Moi, ça répond à beaucoup de ce que j'attendais. Voilà. Je monte à cheval, j'ai des chevaux, j'adore être dehors, je cours, etc. Moi, j'ai pas aucun problème à aller planter les premiers arbres en Sibérie. J'en rêve. Ouais, fantastique. J'entendais des personnes de mon entourage dire parfois que quand on a connu une liquidation, alors que c'est quelque chose qui est complètement difficile, mais il y en a qui le voient aussi comme une chance, une opportunité. Est-ce que toi, tu le vois de la même façon? Je suis certaine qu'il était temps d'arrêter et que j'ai arrêté au bon moment et je remercie les gens qui m'ont permis de me préparer à ça. Voilà. Ouais. Donc et oui, le fait d'avoir lâché en fait ce qui pour moi était devenu un poids mort, trop de charges, trop de trucs, et de repartir sur une dynamique différente avec besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il faut tout refaire, il faut tout reconstruire. Mais bon voilà, enfin je regrette pas du tout et il faut accepter d'avoir plusieurs vies professionnelles. Et c'est pas grave si ce qu'on imaginait pour une structure ne devient pas ce qu'on imaginait, c'est pas grave. Il y a plein d'autres solutions. Okay. Et donc pour finir, parce qu'on arrive quasiment à la fin de notre entretien, de toute ton expérience et de ce que tu as vécu, de ce que tu vis aujourd'hui, quelles sont les pratiques, les 3 principales pratiques que tu gardes et qui t'aident aujourd'hui à avancer? C'est commencer ma journée, j'essaie, surtout cette année, de commencer ma journée en prenant le temps d'aller bouger, faire du sport, en faisant attention à ce que je mange, etc. Donc déjà, c'est prendre soin de moi, pas oublier que je suis là et que si ça va pas, derrière ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, c'est relation aux autres aussi. C'est de se dire que les gens, ils demandent qu'à être source et que il faut être clair dans sa tête par contre pour savoir ce dont on a besoin et il faut l'exprimer. Il faut exprimer le besoin et les choses viennent. Et là, je le lis aussi au fait de faire confiance à son devenir, à son avenir, quoi. Puis sur le travail, bon là c'était déjà le cas, mais c'est vraiment important d'avoir des objectifs et d'y aller step by step, essayer de décomposer
utiliser tous les outils formidables, franchement, qu'on a aujourd'hui sur le cloud ou autre, et qui permettent d'organiser ces projets sans rien oublier. Et puis voilà. Et puis après, c'est un message à faire passer. Par contre, c'est rien n'est impossible, hein, parce qu'en fait, quand même les amis, j'ai repris le russe à 53 ans, quoi, enfin 52 ans. Donc ça, j'ai fait un peu d'hypnose, hein, je vous le dis aussi, pour faire tomber justement la barrière de je vais pas y arriver. Voilà. Juste ça. Ça empêche pas qu'il faut bosser beaucoup, hein. Mais au moins se dire j'ai toujours dit que j'étais nulle en langue, c'est pas vrai. Voilà. J'ai un super accueil des Russes, même si je suis pas forcément exactement dans la façon de parler ou de décliner. Ils font aussi l'effort, et quand je comprends pas, je leur dis et ils me répètent. Pas de souci. Donc le message à retenir et que tu fais passer, c'est que malgré tout, rien n'est impossible. Ah non, rien n'est impossible. Et en fait, ma liquidation me permet de voir plus grand. Ah oui. Oui. Ouais. Mes clients m'ont dit ça nous étonne pas de toi, donc j'ai pris ça comme un compliment. Mais voilà, non, ça peut être aussi une marche qui permet de se remettre aussi en question, en grosse adaptation. Et puis dans cette dynamique, effectivement, d'aller raccrocher plus haut, quoi. Fantastique. En tout cas, je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec toi. C'est vraiment à la fois passionnant, touchant, et puis rempli d'espoir. Donc je te remercie vraiment, Laure, pour ce temps et pour cet entretien. Je t'en prie, Stéphane. Merci à vous. Ouais, ne lâchez rien. Journée. Et puis ce projet que je trouve vraiment extraordinaire, Run for the Planet. Run for Planet. Voilà, c'est vraiment super parce qu'il y a un message vraiment très sympa derrière. 15 millions d'arbres à planter dans les forêts en Sibérie. Et tu le dis sur le site internet de l'association, c'est aussi un poumon important pour la planète. Ah, c'est la première forêt de la planète, en fait. Hein. C'est 15% plus grand que l'Amazon, enfin l'Amazonie, mais bon, c'est comme ça. Et que la forêt amazonienne. Et sont des forêts froides qui captent énormément de carbone. Mais par contre, difficulté à les planter là-bas, c'est évident. Et je lisais en plus sur le site internet que ceux qui aiment courir pouvaient accompagner ton ultramarathonien. T'es candidat, Stéphane? Alors écoute, peut-être. Moi, je suis un aventurier, j'aime bien les grands espaces, je connais pas la Russie, je suis pas forcément très coureur, en tout cas pas au niveau de faire 70 km par jour. Mais je trouve l'expérience superbe à vivre. Oui. Moi, je donne rendez-vous aussi. Je les invite à regarder tout ça parce que vraiment avec plaisir. Il y a de quoi à la fois s'amuser, faire du sport dans des espaces qui sont extraordinaires, et en plus pour une cause qui est magnifique. Et moi, je lance un appel. Il va y avoir un trajet. Il va partir en 2022, hein, puisque 2021, ouverture des frontières, c'est pas un peu compliqué aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment de nous rejoindre même sur le parcours du coureur et d'en profiter pour venir visiter la Russie. Enfin voilà, il y a vraiment des villes super sympas. Bon, je parle d'Irkoutsk, le lac Baïkal, etc. Ou des choses comme ça. Des villes dans lesquelles notre coureur va passer. On vous y donne rendez-vous. Hein. Saint-Pétersbourg, hein, c'est vraiment l'occasion. Et Patrick est capable de dire quel jour il va passer, quoi. Donc tout ça va être bien. Expérience culturelle, touristique. Ouais, voilà, et puis sportive. Il va y avoir beaucoup d'émotions et beaucoup de partage. On reste connectés, en tout cas c'est un projet à suivre. Je te souhaite beaucoup de succès en tout cas dans la réalisation et la mise en œuvre de ce projet. Merci. Et puis je te dis à très bientôt. Là. Merci à très bientôt, Paca. Bye bye en russe. Salut.